Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Monde du Livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Plume et Défis, la série où les auteurs acceptent de relever des défis absurdes, drôles et parfois un peu cruels. Et pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Manviel à l'occasion de la sortie du tome 2 de L'Arche des Cévennes, une saga de science-fiction post-apocalyptique où la mémoire de l'humanité est devenue un enjeu de pouvoir. Bonjour Benjamin. Salut, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Benjamin, ton premier défi, c'est que tu dois pitcher L'Arche des Cévennes de la façon la plus drôle possible et tu as 20 secondes pour ça. J'ai essayé de réfléchir avant parce que je connaissais le podcast, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors j'ai trouvé une petite façon de le faire. Disons que L'Arche des Cévennes, c'est l'histoire de l'humanité qui, après s'être brillamment effondrée dans une première vie, je dirais, et dans un événement qu'on appelle le chaos, tente de le refaire, de se re-effondrer, exactement avec les mêmes outils, exactement avec les mêmes ingrédients. Donc elle a raté en quelque sorte un peu sa bûche de Noël, et puisqu'on est proche de Noël au moment où on enregistre le podcast, et elle tente de la re-rater avec exactement la même chaleur du four, les mêmes ingrédients, mais manque de peau, elle va être en quelque sorte sauvée de ça, ou pas d'ailleurs, on verra, par une machine qui elle fait beaucoup mieux les gâteaux qu'elle. Voilà, ou les bûches de Noël en l'occurrence. J'aime beaucoup ta métaphore. Et donc du coup maintenant t'as un peu plus de temps, tu peux faire une version plus posée, plus sérieuse. Si tu devais expliquer L'Arche des Cévennes à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler des tomes 1 et 2, tu lui dirais quoi? Alors L'Arche des Cévennes du coup est une duologie, 2 romans, 2 tomes qui terminent l'histoire. À la fin du tome 2 c'est terminé. L'humanité telle qu'on la connaît, telle qu'on la vit nous, s'est éteinte dans un événement qu'on appelle le chaos. Et au moment de cet événement précisément, en tout cas durant cet événement, cette entité dont on ne sait pas trop d'ailleurs ce qu'elles sont. Elles n'ont pas nécessairement une consonance humaine. On sait qu'elles existent, mais on ne sait pas ce qu'elles sont. Cette entité ont sauvegardé toute la connaissance de l'histoire de l'humanité dans un endroit qu'on appelle l'Arche. Donc j'entends par connaissance évidemment une connaissance numérisée. On pourrait comparer ça à Internet en quelque sorte. Sauf qu'il n'y aurait plus qu'Internet. Il n'y a plus de livres, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que cette connaissance numérisée. Et donc nous, on commence le récit en suivant des personnages qui évoluent dans ce nouveau monde qui est né autour de cette arche, c'est-à-dire qui a utilisé cette connaissance enregistrée lors du chaos pour renaître de ses cendres et rebâtir une humanité. Il va se poser énormément de questions puisqu'évidemment tout va tourner autour non seulement de cette arche, de son contenu puisqu'il s'enregistre en même temps en direct, toutes les pensées des gens s'enregistrent dedans et voilà, de ce lien que l'on a en l'occurrence avec la machine. Eh ben merci, on passe maintenant à une tradition de Plume et Défis, les questions loufoques, et l'objectif ça va être d'explorer ton univers mais d'une façon un petit peu décalée. Allez, c'est parti. Si la Rocheuse devenait une destination touristique, quel serait le slogan sur les brochures? Venez voir demain, peut-être, puisque justement c'est post-apocalyptique, donc ça serait un bon slogan, je pense. Ah bah oui, du coup, venez voir à quoi ressemble le futur, quoi, un peu. C'est ça, ouais, venez voir demain, venez vous amuser, ou pas d'ailleurs. J'ai bien aimé, venez vous amuser ou pas. Ou pas, ouais. il y a beaucoup d'endroits où on peut ne pas du tout s'amuser sur la Rocheuse. Alors imagine qu'un nouvel arrivant débarque sur la Rocheuse. Quelle est la première règle non écrite qu'il comprendrait, mais trop tard? La première règle non écrite qu'il comprendrait trop tard, c'est que, en gros, si t'as l'impression qu'un insecte te suit dans la rue, c'est pas un insecte. Parce que dans la Rocheuse, en fait, comme beaucoup de romans de science-fiction, il y a une sursurveillance des citoyens et elle passe notamment par des micro-robots qui ressemblent beaucoup à des insectes et qui filment tout. Donc en fait, la gentille petite abeille qui te suit au-dessus de ton épaule dans la rue, c'est pas du tout une abeille en fait, c'est une caméra. Donc voilà. Donc faut se méfier des insectes. Il faut se méfier des insectes, exactement. Très bonne. Alors, imagine que l'arche bug pendant 30 secondes et qu'elle libère un souvenir au hasard dans toute la population. Quel serait le souvenir le plus drôle qui puisse être? Voilà, c'est un peu comme le pitch drôle. Je vais aller sur du pipi caca, j'en suis désolé. Ça serait rigolo qu'effectivement tous les souvenirs un peu insignifiants de moments où on est aux toilettes ou je sais pas, de moments comme ça où on est nu ou quoi, il y a une forme d'un coup de porosité et passe d'une data d'un habitant à l'autre et qu'on voit, je sais pas, madame la voisine dans ses toilettes, quoi. Ça serait assez marrant qu'il y ait une espèce de problématique de data comme ça et de transfert de data ridicule entre les habitants, quoi. Il faut juste prier maintenant pour que l'arche ne bug pas parce que sinon tout
tout le monde aura son souvenir de soi sur les toilettes diffusé. Alors, donc si un citoyen de La Rocheuse retrouvait par erreur un souvenir du 21e siècle complètement banal, comme par exemple faire la queue à la caisse ou ce genre de choses, comment est-ce qu'il réagirait? Et ça, c'est un peu difficile parce que je trouve que par exemple, il peut y avoir du beau un peu dans la nostalgie, c'est-à-dire qu'on peut trouver quelque chose de, enfin, par exemple, si on imagine des décennies auparavant des personnes aller d'un point A à un point B en calèche, on trouve pas ça ridicule, on trouve ça classe, quoi. Même des choses insignifiantes, il pourrait y trouver une forme de nostalgie et une forme de beau, quoi. Donc, ça serait plus des trucs aujourd'hui d'informatique qu'on trouve qui vont très vite et qui demain seront assez ridicules, genre, je sais pas, par exemple, nous le Minitel. Donc nous, peut-être le fait d'utiliser ChatGPT aujourd'hui, on trouve ça fou, alors que peut-être que le citoyen du futur, il trouverait ça assez nul quoi, assez ridicule, quoi. La révolution a besoin d'un objet symbolique totalement nul pour devenir un emblème. Ce serait quoi? J'aime bien l'idée parce que justement le fétiche d'une idée justement importe peu. Ce qui compte, c'est l'idée qu'on projette dessus, quoi. Donc ça pourrait effectivement être un morceau de bois qu'on a trouvé dans la forêt, dans lequel qu'il faut surtout pas toucher, qu'il faut surtout pas briser, parce que il représente énormément pour les habitants et pour ceux qui croient en là aussi, peu importe l'idée qu'il y a derrière. Donc ce serait un bâton de la Révolution. Ouais, un bâton. Si quelqu'un touche le bâton, on le mettrait au bûcher parce qu'il fallait surtout pas. Alors, lequel de tes personnages dans ta saga serait le pire colocataire et pourquoi? Alors tous les personnages sont hyper profonds et hyper complexes, donc c'est difficile parce qu'il n'y en a pas de méchants ou de gentils, mais il y a des personnages qui ont quand même des traits un peu plus difficiles, qui sont Egon et Zero, qui sont deux personnages quand même qui, disons, qui sont tous les personnages sont emportés par leur dessin, eux plus particulièrement, et je dirais même Zero encore plus particulièrement parce que j'invite le lecteur évidemment à lire le tome 2, et il est coloc dans le tome 2, et ce qu'il fait à son coloc est pas fou. Donc je pense que quand les lecteurs liront le tome 2, ils comprendront tout de suite pourquoi je dis Zero, quoi. Ok, donc Zero. D'ailleurs, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de tes personnages, peut-être nous expliquer qui ils sont brièvement? Alors il y a 2 tomes et il y a vraiment des personnages différents dans le tome 1 et le tome 2. Ça va être difficile, je veux pas trop en révéler. Ce qui les regroupe tous, le trait de caractère qu'ils ont tous, c'est vraiment cette complexité, parce que c'est ce que j'aime moi dans l'humanité, et donc c'est ce que j'aime retranscrire dans mes romans. Ils sont pas bons ou méchants, ils poursuivent un dessein qui est fondamental pour eux. On peut très franchement comprendre chacun d'eux, quel que soit leur agissement. On peut les comprendre si on épouse le dessin qui explique ce qu'ils font. Et c'est ça qui les regroupe un petit peu tous. Ok, bon bah du coup, on vous invite à lire le livre pour pouvoir en connaître un peu plus sur les personnages. Toujours en parlant de tes personnages, lequel ferait un très mauvais héros de roman feel good? Bah ça répond aucun. Alors c'est pas, pardon, c'est pas péjoratif, mais eu égard à cette complexité et cette profondeur, je dirais aucun, parce que justement ils sont tous très complexes. Je concède forme de probablement de faiblesse littéraire là-dessus. Je ne connais pas très bien les moments feel good, j'en lis pas beaucoup, donc je projette une simplicité des personnages dedans qui, s'il faut, n'existe pas. Mais en tout cas, pour moi, si c'est feel good, il faut que ce soit facile et simple et cool à lire, et donc il doit y avoir une forme de simplicité de personnage qu'il n'y a pas du tout dans mes romans. Donc aucun, finalement. Ouais, aucun. Pardon pour les auteurs de feel good, mais je prête pas mes personnages, excusez-moi. C'est pas grave, on te pardonne. Cool, merci. Alors, on passe maintenant au dilemme livresque. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, juste des choix difficiles. Et l'idée, c'est que tu nous expliques un petit peu pourquoi ce choix à chaque fois. Alors, est-ce que tu préfères un protagoniste qui agit toujours avec de bonnes intentions, mais qui se trompe souvent, ou un protagoniste lucide, efficace, mais moralement discutable? Deuxième proposition. Un protagoniste lucide et efficace, je sais pas, il peut être complètement inefficace, mais en tout cas, il poursuit son chemin et il se trompe, et peut-être probablement même ça peut être jusqu'à la mort, mais il poursuit son dessein jusqu'au bout. Alors, est-ce que tu préfères écrire une saga parfaitement cohérente, mais frustrante émotionnellement, ou une saga qui serait imparfaite, pleine de failles, mais qui bouleverse profondément le lecteur? Imparfaite, pleine de failles et qui bouleverse profondément le lecteur. La faille est belle. Heureusement que elle est plus belle que, c'est pour ça qu'aussi ça recoupe un peu la première proposition qui était difficile, mais je préfère le caractère chaotique et pas nécessairement parfaitement organisé, pas nécessairement carré, mais dans lequel il y a de l'émotion et plein de choses qui font écho à ce qu'on est, quoi.
Est-ce que tu préfères participer à une révolution sans savoir si elle réussira ou rester neutre et regarder le monde s'effondrer tranquillement? On imagine donc que tu es dans ton univers ou dans un livre qui ressemble à ton univers. Ouais, je préférerais toujours participer à la révolution, mais encore faut-il que l'idée qu'elle porte me parle, quoi. Imaginons que c'est une révolution, un grand mouvement de société qui porte une idée qui n'est absolument pas la mienne. Forcément, je préférerais le regarder ou en tout cas être dans le camp adverse, quoi, en quelque sorte. Donc être actif, quoi. Alors, est-ce que tu préférerais que l'Arche conserve aussi les souvenirs les plus ridicules de l'humanité, tout ce qui est les chutes, les hontes, etc. Ou alors qu'elle ne garde que les souvenirs utiles, mais que elle décide seule, son logiciel, de ce qui est utile? Alors là, c'est vraiment une question qui touche un peu je vais presque volontairement pas y répondre, parce que lorsque la machine décide seule de ce qui est utile, ça peut devenir un problème. Je répondrai que comme ça, parce que le lecteur trouvera vraiment l'écho de ce que je viens de dire dans la lecture, parce que c'est l'un des sujets du livre. Ok, bah parfait, comme ça au moins t'en dis pas trop. Alors, imagine que tu vois L'Arche des Cévennes adaptée en comédie musicale dystopique, donc avec des chansons. Tu préfères ça ou qu'elle soit adaptée en documentaire parodique, un peu à la façon faux reportage, donc un peu dans le style de la série The Office. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois tout à fait, j'aime beaucoup. Les deux conviendraient, mais la comédie musicale, ça pourrait vraiment convenir encore plus, quoi. Parce qu'on a pas mal la comédie musicale, on bascule assez rapidement sur de la romance, mais pourquoi pas imaginer une comédie musicale sur un style un petit peu science-fiction comme ça, avec quelque chose qui serait un peu du hard rock ou un truc un peu sombre. Ça pourrait être pas mal. Ça serait original en plus. Ouais, c'est ce que je me disais. Je sais pas si ça en existe, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa de voir ça sur des univers post-apocalyptiques ou dystopiques. Ça peut être drôle. Ouais, c'est ça. Ça manque un peu. On est vite dans la romance, hein, franchement. On est très vite dans La La Land. Il faut qu'on invente autre chose. Hein. Sinon, on le fait tous les deux et on monte un truc. On monte une série comédie musicale avec mon roman et voilà. Bah après, dans le dernier Hunger Games, en soi, ils chantent pas mal quand même. Hein. Ça, je sais pas si on peut considérer ça comme une comédie musicale, mais ça peut le faire. C'est vrai, il y a un petit peu de moments, c'est vrai. Bah allez, on la monte et on vous la présentera comme ça. Exactement. On vous prévient dès que ça sort. Est-ce que tu préfères être projeté dans ton univers sans aucun souvenir de tes propres livres, ou alors y arriver en sachant tout, mais sans pouvoir intervenir? Donc là, pour le coup, c'est vraiment la pilule bleue, pilule rouge de Matrix, quoi. Oui, c'est ça. Et j'ai jamais trop su. J'ai toujours préféré savoir dans ma vie, mais c'est vrai que heureux ceux qui ont l'esprit simple et innocent, comme je crois que je sais plus, c'est Évangile de selon Matthieu, ou je sais plus. Donc je sais pas. Peut-être que parfois il vaut mieux ne pas savoir. C'est une très bonne question, quoi. Ça devient philosophique. Donc plutôt ne pas savoir? Ouais, je préférais savoir. Je préfère toujours savoir. Je suis un curieux de nature, donc en plus je vais toujours chercher à savoir, quoi. J'aime savoir. Mais effectivement, c'est épuisant, quoi. C'est ça, on est plus heureux quand on sait pas. Ouais, exactement. Donc du coup, on va passer à la partie personnalisée. Rien que pour ton livre, je l'ai appelé Survivre dans l'Arche des Cévennes. Imagine maintenant que tu te réveilles demain matin dans ton propre univers. Quelle serait ta première erreur fatale? Ma première erreur fatale, ça serait de me laisser embarquer par la magie de ce monde. Parce qu'en fait, évidemment, donc c'est post-apocalyptique, il y a pas mal de noirceur dans le roman, c'est quand même un monde assez noir. Mais, et c'est à l'image de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pareil pour les personnages, je n'aime pas le blanc ou le noir, j'adore le gris, parce que c'est dans la zone de gris que se révèle toute la complexité de notre humanité et de notre monde. C'est dans cette zone précisément qu'il y a tout, et qu'il y a toute la richesse de notre humanité. Donc, ce monde-là, il est très riche et il est magique. Il y a plein d'endroits dans La Rocheuse qui sont magiques. Par exemple, si j'en prends au hasard, il y a les BD. Ce qu'on appelle les BD, c'est lorsqu'une personne est morte, on peut, comme elle a de la data, c'est-à-dire tout ce qu'elle a vécu est dans une data, donc dans l'arche, on peut récupérer en quelque sorte tous les souvenirs de sa vie, les enregistrer dans un endroit qui s'appelle dans le roman les BD, et si on veut, évidemment ça pose énormément de questions, ça peut être aussi l'angoisse, mais ça peut être aussi magique, et aller dans les BD et revivre des souvenirs de cette personne qui est décédée. Alors encore une fois, je le répète, ça peut être très angoissant, c'est très bizarre, donc voilà, mais c'est aussi une magie. D'ailleurs, il y a d'autres endroits où on peut aussi vivre dans une simulation à 100%. Enfin voilà, il y a plein d'endroits magiques comme ça qu'on peut parcourir dans ce monde, et on peut, je pense, se laisser un peu griser par ça et se laisser embarquer par ça et se laisser emporter par cette magie-là. Ça serait une erreur. Typiquement, les BD, la dérive, c'est que on peut vivre dans ce passé et aller tous les jours consulter les souvenirs de la personne morte et ne jamais l'oublier, quoi, et ne jamais réussir à l'oublier, ne jamais en faire le deuil, quoi.
Alors, quel objet qui serait assez inutile aujourd'hui deviendrait précieux là-bas, s'il y en a? Alors oui, ça serait, c'est pas forcément inutile, mais ça serait par exemple un ballon ou des objets, je sais pas, une raquette de tennis, des balles de tennis, parce que plus on numérise les relations entre êtres humains, plus on s'éloigne. Et c'est pareil dans la rocheuse, c'est-à-dire qu'on n'a plus, le jeu pourrait rapprocher sur la relation purement physique, c'est-à-dire ne plus passer par le numérique pour se parler, pour échanger, et pourquoi pas passer par le jeu. Donc un ballon, je pense que c'est pas forcément inutile dans notre monde, mais ça serait 10 000 fois plus utile sur la rocheuse, parce qu'on se retrouverait autour de quelque chose de simple, quoi. Ok, ouais. Oui, je vois. Quelle qualité personnelle te sauverait et laquelle te mettrait immédiatement en danger? Alors comme souvent c'est un peu le yin et le yang, c'est que c'est la même, je pense, qui me mettrait en danger, qui me sauverait. J'ai en moi la certitude que je suis ici sur la Terre pour écrire, et je vis et je meurs pour ça. Donc j'ai un peu un dessin fondamental qui est le mien et qui est ma raison d'être. Ça, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la même chose un peu pour tous mes personnages. Ça me sauverait parce que ça me permettrait, quel que soit ce qui se passe autour de moi dans cet environnement qui peut être complexe, ça me permettrait de continuer à évoluer dedans, mais ça pourrait me perdre aussi, encore une fois, exactement comme les personnages. Donc la croyance en ma destinée, je dirais. Ok, et donc finalement tes personnages te ressemblent? Ouais, un petit peu, ouais. Honnêtement, combien de temps tu survis là-bas? Eh ben ça peut être longtemps, parce que c'est pas forcément ultra dystopique. La rocheuse est pas si terrible que ça. Ça peut être toute une vie si comme tu me posais très justement la question, si je choisis de regarder ce qui se passe avec un œil un petit peu distant, et tant pis quoi, je vois ce qui se passe sous mes yeux, mais je n'y participe pas quoi. Si j'adopte ce comportement là, je peux survivre dans la rocheuse un certain temps, encore que, et j'invite évidemment le lecteur à lire, encore que dans les 2 tomes, il se passe des événements majeurs qui renversent une nouvelle fois ce monde. Donc, même avec un œil distant, effectivement, peut-être que j'y vivrai pas si longtemps que ça. On passe au tout dernier défi, qui est le défi d'écriture express. Alors l'idée, c'est que je vais te donner 3 mots que j'ai sélectionnés au préalable et tu dois improviser une mini-scène dans l'univers de l'Arche des Cévennes. Pas besoin d'être long, juste évocateur. Voilà, tu fais comme tu le sens. Et donc les mots sont mémoire, faille et silence. Oui, alors on va quand même révéler une petite, parce que ça fout en même temps de pouvoir le faire comme ça en direct. Tu m'as donné les mots juste avant, ce qui m'a permis quand même de préparer un petit truc. On va révéler une petite un petit secret quand même pour pas qu'on ait l'impression évidemment que c'est aussi facile. C'est difficile d'écrire, bien évidemment. Le silence de la rue lui colle à la peau comme une brume poisseuse. La pluie zèbre les façades d'un jus sale et moire le pavé. Ainsi est nettoyée la mémoire d'une énième journée. Cela fait trop longtemps, maintenant qu'il marche au bord du gouffre. Il n'a pas peur d'y tomber, il a peur d'y sauter. Lorsqu'il regarde en bas, il discerne dans l'ombre les traits de la folie qui l'attend. C'est elle qui a ouvert cette faille lorsqu'elle s'est échappée. Eh bien parfait, merci pour ce petit extrait. Alors, est-ce qu'en parlant d'écriture, tu peux nous dire comment est née l'idée de cette saga ? Comment est née l'idée de la saga ? Alors en plus, c'était il y a longtemps, parce que c'était il y a 5 ans que j'ai commencé à l'écrire. À l'époque, en plus, il n'y avait pas encore l'IA, c'était que Internet. Mais c'est quoi Internet ? Du coup, c'est un petit peu la mémoire de l'humanité numérisée. C'est un moyen de communication, premièrement. Et deuxièmement, c'est un peu la mémoire de l'humanité numérisée. Et c'est quoi je me suis posé la question, c'est quoi le problème avec ça ? Qu'est-ce qui se passe si toute la mémoire de l'humanité, on la met dans un endroit numérique, numérisé quoi. C'était ma première question. Et ma deuxième question, qui est à l'origine de la saga, c'était, et en plus, si on commence à, donc je précise parce que c'est peut-être la chose la plus ouf, encore une fois, avant l'IA. Donc je me posais déjà la question de si en plus on met toute cette mémoire en gros dans une machine, puisqu'elle est numérisée, donc c'est une machine, et que la machine peut commencer à réfléchir sur cette mémoire-là et sur notre connaissance, sur nos connaissances, etc., sur ce qu'on est, etc., mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'était ma première interrogation. C'est quoi le problème avec ça ? Ah, c'est fou que tu y aies pensé même avant qu'il y ait ChatGPT et tout. Ok, et donc du coup, avec ton tome 2, est-ce que ton regard, il a changé sur cette histoire ? Pas vraiment, parce que alors j'aime bien décrire un peu l'écriture, en tout cas la mienne, un peu comme un tableau, c'est-à-dire que souvent quand on entend des interviews ou qu'on lit des interviews d'auteurs, de peintres, ils expliquent que d'abord ils font les gros traits, les grosses lignes, puis qu'ensuite ils font le détail. C'est un peu pareil mon écriture, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à avoir le tome 1, j'avais déjà la fin.
de mon récit. Donc j'avais déjà la fin du tome 2, j'avais presque les dernières lignes du tome 2. Ce qui a changé un petit peu effectivement, c'est ensuite quand je commence à mettre les détails, ça a forcément changé les personnages et leur parcours, mais tout le déroulement de A à Z, je l'avais. Donc oui, globalement, de façon très macro, il n'y a pas vraiment eu de changement. Mais par contre, effectivement, dans ce que sont devenus mes personnages au fil de l'eau, il y a eu un peu de changement. Donc c'est un peu ça. Mon regard, il a peut-être changé sur le détail des personnages, ce qu'ils sont au fond, la complexité des personnages et même les petites choses insignifiantes de mes personnages. Et d'ailleurs, est-ce que tu t'écris plutôt avec un plan? De ce que j'ai compris, comme tu connaissais déjà la fin du tome 2, t'as plutôt au moins un plan, on va dire une ligne directrice. T'écris pas comme ça, comme l'inspiration te vient, si? C'est un peu des deux, c'est une bonne question, mais c'est un peu des deux. Disons que s'il fallait un petit peu le représenter, je connais le point A de chacun de mes personnages et je connais le point B, le point d'arrivée. Il me reste à écrire un petit peu le chemin, et après le chemin, je vais avoir, alors on pourrait dire plutôt le point A et le point Z, et puis après le chemin, je vais avoir son trajet du point A, mais il peut y avoir ensuite l'écriture du A au C ou au D, et puis après il y aura du A au B, au A au C. Enfin, je fais comme ça petit à petit le détail, et je rajoute petit à petit plein d'éléments sur sa personnalité, sur ce qu'il est. Donc voilà, j'ai mon plan, je sais où il doit arriver. En revanche, je sais pas comment il y arrive et je sais pas comment il trace son chemin pour y arriver, quoi. Ok, et donc si les auditeurs veulent lire L'Arche des Cévennes, où est-ce qu'ils peuvent se procurer le roman? Eh ben déjà, merci à eux. S'ils veulent se le procurer, ils peuvent l'acheter partout. Sur Internet, il est sur Cultura, Fnac, enfin les 2 tomes, Amazon, etc. Il est également en librairie, donc ils peuvent le demander en librairie. Donc pas dans toutes les librairies, mais dans les principales. Il est vraiment accessible à peu près partout. Si on veut lire L'Arche des Cévennes, on peut le trouver partout. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup Benjamin d'avoir participé à cet épisode de Plume et Défi. Est-ce que tu veux laisser un dernier mot à nos auditeurs? Alors déjà, merci à toi infiniment de m'avoir invité. Ce sera un premier mot pour toi. Avec grand plaisir. C'était très heureux de participer. Voilà. Et le deuxième mot, effectivement, pour les auditeurs, vous faites bien d'écouter ce podcast que j'aime beaucoup. Déjà, je vous invite à évidemment parcourir mon œuvre et à l'aimer ou à la détester. En tout cas, à vivre des émotions dedans. Et j'espère qu'elle en procure. Je vais laisser même un petit dernier mot. Là, vous avez donc le tome 1 et le tome 2 de L'Arche des Cévennes qui est disponible partout. Et puis, petit teaser, je suis en train d'écrire mon 3e roman qui normalement s'appellera L'Arme d'Aville. Normalement, il sortira en 2026. Donc, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux et notamment Instagram pour avoir la date de sortie de mon prochain roman. Et bien sûr, je mettrai tout en description pour pouvoir suivre Benjamin. Et merci à tous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous aura autant donné envie de lire le livre que moi. Et on se retrouve la semaine prochaine dans le monde du livre. Merci à tous.